Cet atelier vous est proposé par les îles de Guadeloupe. Il y a tant d'îles en elles. Au sommaire des ateliers d'IFTM Cap sur les Caraïbes, comment la Guadeloupe et la Martinique, considérées comme des destinations refuges durant la pandémie, font-elles désormais face au durcissement des mesures sanitaires? Au-delà, quand et dans quelles conditions les touristes pourraient revenir aux Antilles françaises? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Znick et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM. Les Caraïbes et notamment leurs îles françaises faisaient figure de destination refuge en pleine épidémie de Covid-19. La décision du gouvernement d'interdire quasiment les voyages au départ et vers la France est venue briser leur élan. Alors comment font-elles face à ce nouveau coup dur et quels sont leurs espoirs de reprise? C'est la question que nous allons poser à nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Maïté Marie-Antoinette, directrice du développement du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Bonjour Maïté. Bonjour. Vous serez également accompagnée de Karine Mallet-Gauthier, directrice de l'Office du tourisme des Bahamas. Bonjour Karine. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Et puis également à ma droite, Pascal Reine-Adélaïde, responsable du bureau France-Europe du comité martiniquais du tourisme. Bonjour Pascal. Bonjour. Et puis avec nous, on a le plaisir aussi d'accueillir Alexandre Espitalier-Noël, directeur général de Solea. Bonjour Alexandre. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Et puis enfin, en distanciel, il est avec nous aussi, on a le plaisir de l'accueillir, Samuel Vivarès, directeur régional Caraïbes et Amérique de Corsair. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Alors on ne perd pas de temps et on ouvre tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Alors vous la lisez avec moi, elle s'affiche à l'écran. Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront soumis désormais à la production de motifs impérieux. C'est évidemment ce qu'a dit le Premier ministre Jean Castex le 29 janvier dernier. Alors Maïté Marie-Antoinette, 15 jours après cette décision, Patrick Vial-Collet, le patron des hôtels et des îles, qui est aussi le président de la Chambre de commerce de la Guadeloupe, ainsi que du consortium qui détient Corsair, a déclaré dans une interview à nos amis de Tourmac que les chiffres de la Covid-19 en Guadeloupe ne justifient pas aujourd'hui les motifs impérieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors effectivement, l'afflux des touristes venus durant les fêtes de fin d'année n'a pas eu de répercussions négatives. Pour l'instant, les chiffres sont plutôt stables, on s'en réjouit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inquiétude vient surtout de la présence aujourd'hui avérée de variants qui sont beaucoup plus contagieux et beaucoup plus dangereux pour la santé. On comprend le désarroi de nos partenaires socioprofessionnels parce que c'est un nouveau coup dur pour nos professionnels, une douche froide, un coup de massue, enfin, les synonymes sont nombreux et le CTIG, évidemment, essaye aussi de continuer de les soutenir. Parallèlement, en termes de mission du CTIG, il est important pour nous de continuer d'informer nos différentes cibles, que ce soit le grand public, mais aussi les professionnels. Pascal Reine-Adélaïde, en Martinique aussi, on imagine que c'est un coup dur pour les acteurs locaux du tourisme, d'autant que la Martinique, comme la Guadeloupe, est censée être en haute saison, au moins jusqu'en mars-avril. Oui, absolument. C'est vraiment un coup dur absolu pour la destination, les pros martiniquais, l'économie du tourisme en général. Parce qu'au-delà, en fait, des hôteliers, il y a aussi toute une économie derrière qui vit du tourisme. Alors, ce sont effectivement des loueurs de voitures, ce sont des pêcheurs, des commerçants. C'est une économie qui est absolument aujourd'hui à l'arrêt. Il faut savoir que lorsque la première annonce a été faite, c'est 97% des chiffres d'affaires du tourisme qui a été du jour au lendemain perdu. Donc aujourd'hui, la situation est identique et on n'a surtout aucun horizon de reprise. Et c'est ce qui nous pose aujourd'hui gros souci. Samuel Vivarès, est-ce que la compagnie Corsair a revu son plan de vol sur les Antilles depuis l'annonce du gouvernement ? Oui, en effet, nous avons dû le faire, simplement pour une raison simple. Le principe des motifs impérieux vise à réduire le nombre de vols et donc par conséquent le nombre de passagers. Nous sommes aujourd'hui à 5 vols jour avec une organisation qui nous permet d'optimiser les vols avec des passages en Martinique ou en Guadeloupe. C'est un peu moins de 1800 sièges que nous proposons à nos clients par semaine. Nous avons trouvé des aménagements
parce que cet impact est aussi pour nos clients, nos invités à bord, alors donnant beaucoup de souplesse quant au report, à l'organisation de leur voyage, de par les obligations qui sont les leurs. Mais pas que. Et il ne faut pas oublier que cette organisation vient dans une logique où nos avions sont des vols qui proposent et du passager et du fret. Résultat, nous devons forcément nous attendre à une réorganisation de nos services fret et à limiter l'impact que ça pourrait avoir sur nos îles, Martinique et Guadeloupe. Comme vous le savez, nous sommes très dépendants du fret aérien. Au niveau de l'organisation globale de la compagnie, nos salariés, le choix d'activité partielle, la réorganisation, les ouvertures de vol, le principe lié au contexte sanitaire, faut que, oui, forcément, une grosse réorganisation qui vient impacter un retour, je veux dire, du transport aérien après le mois de décembre que nous avions connu. Alexandre Espitalier-Noël, en tant que tour opérateur, comment avez-vous réagi face à cette interdiction gouvernementale? Vous aviez, on imagine, sans doute quelques clients aux Antilles et dans d'autres pays que vous programmez d'ailleurs. Eh bien, écoute, passé la surprise du vendredi soir et la grande déception, nous nous sommes organisés immédiatement, dès le samedi matin, par étapes. La première étape pour nous a été d'assurer que nos vacanciers déjà partis puissent passer des fins de vacances agréables et qu'ils puissent revenir en métropole. Ce qui a été le cas, et je tiens à souligner le professionnalisme de l'ensemble des acteurs de ces îles, ce qui n'a pas été toujours le cas dans tous les pays du monde. La deuxième étape a été quelque part la plus malheureuse pour nous, ça a été d'annuler en coordination avec le CETO et l'ensemble des réseaux de distribution tous les séjours du mois de février, jusqu'au 28 février. Et nous en avions énormément, avec beaucoup de bonnes surprises sur ces destinations. Et puis la troisième étape, par palier, a été de remettre l'entreprise en sommeil, malheureusement, pour pouvoir être capé par rapport à un chiffre d'affaires qui est inexistant actuellement. Karine Mallet-Gauthier, comment ça se passe aux Bahamas? Parce que si les Antilles françaises sont très dépendantes de la clientèle française, ce n'est pas le cas des Bahamas, qui sont très majoritairement fréquentés par les Américains. Et oui, proximité oblige, mais les Bahamas sont rouverts en fait définitivement le 1er novembre 2020, avec des protocoles, test PCR négatif de moins de 5 jours, un visa sanitaire à demander en ligne qui comprend une petite assurance et un test antigénique rapide à faire le 5e jour du séjour. Donc, un accueil en toute sécurité. Il faut savoir que les Bahamas, c'est un archipel immense, comme une grande région, qui s'étale sur 1200 km avec 700 îles en 16 destinations. Et tous nos visiteurs vont pouvoir également trouver des centres de tests partout, quelle que soit la destination choisie. Par ailleurs, tous les maillons de l'industrie touristique aux Bahamas, à la réouverture, ont dû se faire certifier de notre label Clean and Pristine, mis en place par le gouvernement des Bahamas pour pouvoir rouvrir et accueillir les visiteurs en toute sécurité. Alors je le disais en introduction, la décision gouvernementale est intervenue au pire des moments, alors que les Caraïbes et notamment les Antilles françaises tiraient leur épingle du jeu. C'est notre deuxième rubrique en chiffres. Alors il s'affiche à l'écran et c'est un chiffre qui dit tout du succès des Antilles en fin d'année, au moment des vacances de Noël. 100 000 visiteurs ont fréquenté la Martinique en décembre, courant décembre. Évidemment, Pascal Reine-Adélaïde, on a tous en tête ces images à Noël dernier de touristes se ruant dans les hôtels, dans les restaurants et sur les plages de la Martinique. L'île retrouvait des couleurs après une année forcément compliquée. Oui, compliqué parce que quand on fait le bilan 2020, c'est quand même 35% de clients en moins. Donc c'est quand même pas anodin, cette perte de clients. Alors effectivement, on a eu sur un hiver, un Noël, un jour de l'an magnifique. Cette évolution en Guadeloupe, avec des clients qui sont venus en Martinique et en Guadeloupe, donc c'était une très bonne chose. Cela étant, c'était pas non plus une ruée comme on a beaucoup vu et entendu. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que c'est une chose qui pour nous est importante. On a eu des clients sur la destination Martinique. On a eu un nouvel an super, on a eu un Noël super, mais on a eu aussi d'autres beaux événements. On a eu pendant l'hiver, enfin en tout cas en 2020, on a reçu des distinctions de l'UNESCO, la montagne Pelée, la Yole qui est devenue patrimoine mondial de l'UNESCO, et nous avons reçu également une distinction TripAdvisor comme destination émergente de l'année 2020, ce qui est pour nous un point
encore positif pour 2020, malgré cette tendance qui effectivement n'est pas très bonne sur l'année générale du tourisme martiniquais. Maïté, Marie-Antoinette, le rebond observé à Noël clôturait une année évidemment difficile, mais au final, la haute saison 2019-2020 avait été assez préservée, puisque le premier confinement n'avait commencé que le 14 mars 2020, et l'été n'a pas été si mauvais que ça, non ? Alors effectivement, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Au global, sur l'année, l'aéroport Guadeloupe-Caraïbes a enregistré une baisse de 50% des arrivées. Il faut le savoir, puisque dès la mi-mars, on était déjà à zéro, puisque sur les mois d'avril et de mai, on était, comme le disait Pascal tout à l'heure, autour de moins 97% d'arrivées. On était à l'arrêt. Pour les mois de juillet-août, avec les partenaires socioprofessionnels, nous avons construit et déroulé une campagne de communication locale, mais aussi régionale, qui visait à inviter les Martiniquais, les Saint-Martinois, les Saint-Barth à venir passer leurs vacances en Guadeloupe, et évidemment qui encourageait les Guadeloupéens à consommer le tourisme domestique. Pendant ces 2 mois, la destination était également ouverte à l'Hexagone. D'ailleurs, le comparateur en ligne Kayak nous listait dans le top 20 des destinations publicité de l'été, et nous avons également accueilli des touristes belges. Au total, on a comptabilisé 140 000 arrivées durant les mois de juillet-août. Et comme le disait Pascal, effectivement, durant les fêtes de fin d'année, nous avons eu une belle embellie. C'était une réelle bouffée d'air frais pour nos partenaires socioprofessionnels. D'ailleurs, encore en janvier, le baromètre Orchestra nous listait dans le top 20 des destinations. Nous étions d'ailleurs la seule à enregistrer une progression de 9%. Les prévisions étaient d'ailleurs très bonnes. Les prises de commandes sur février allaient dans le bon sens. Malheureusement, patatras. Oui, patatras, évidemment. Alors, Samuel Vivares, la ligne Paris-Pointe-à-Pitre était en janvier la 4e liaison aérienne la plus importante du monde, avec 139 000 sièges proposés. Évidemment, Samuel, la déception est d'autant plus grande pour Corsair, qui avait l'occasion de se refaire un peu une santé après une année 2020 qui aurait pu être fatale à la compagnie. Oui, vous l'avez dit, une année 2020 en demi-teinte, parce qu'effectivement, contexte sanitaire oblige, c'était une année très difficile. Il a fallu gérer cette difficulté, cet arrêt brutal des vols, gérer nos clients, nos passagers. Et Corsair est un acteur important pour nos îles. Donc forcément, ce lien, cette coupure brutale a eu quelques impacts. Effectivement, une année qui se termine bien aussi, pour 2 raisons, parce que je m'associe à Pascal et Maïté pour cet engouement qu'il y a eu pour nos destinations, pour ces vols que nous avons pu proposer, pour ces clients retrouvés, pour de côté nos clients, mais aussi nos salariés qui avaient une grande envie de reprendre l'air et de retrouver nos clients. Et puis aussi une bonne année qui commençait, qui se terminait, mais qui commençait surtout avec l'arrivée de nouveaux actionnaires, des acteurs importants économiques, avec une vision pour le tourisme, pour nos îles, pour la compagnie Corsair. Donc forcément, il y a eu un petit goût d'inachevé, de difficulté, mais enfin, avec la réorganisation qui s'impose à nous, nous avons pu, avec notre comité de direction, trouver des solutions et être agiles sur le sujet. Oui, je parlais d'élan brisé, Alexandre Espitalier Noël, pas de chance, et j'ai envie de dire, alors que Soléa a commencé à programmer les Antilles françaises en janvier 2020. Écoute François-Xavier, j'ai une double analyse. C'est sûr qu'on aurait préféré un contexte différent. Ceci étant, comme vous le savez, bien d'autres destinations que nous programmons par ailleurs, dont certains best-sellers, étaient totalement fermés, ou alors proposaient des façons d'entrée qui n'étaient pas acceptables par notre clientèle classique. Donc quelque part, ça nous a permis, en tant que spécialistes des îles, ayant réellement un savoir-faire, de nous concentrer totalement. S'il y avait 10 actions à faire, on les a faites sur très peu de destinations, et notamment sur les Antilles. Il faut savoir qu'il y a certainement une place à prendre, puisque nous avons 2 grands acteurs qui sont partis, Thomas Cook et plus récemment Passion des îles, sur la destination. Donc à partir de là, je trouve que le positionnement a été fait. On a été très surpris par la demande auprès de Soléa et le nombre de ventes enregistrées. Et en tout cas, sur les périodes où les demandes sont reparties, les Antilles figuraient dans le top 3 des ventes de Soléa.
Karine Malet-Gauthier, en 2019, les Bahamas avaient accueilli 7,2 millions de visiteurs étrangers. C'était une belle augmentation de 9%. Au final, 2020, c'est terminé de quelle façon, sachant que contrairement aux Antilles françaises, vous avez moins de contraintes de saisonnalité, c'est ça hein? Effectivement, on peut aller aux Bahamas toute l'année. Les Français, d'ailleurs, voyagent aux Bahamas toute l'année. On n'est pas qu'un soleil en hiver, mais un très beau soleil de printemps, été et automne aussi. Donc toute l'année, ça va d'ailleurs à la reprise servir, cette absence de saisonnalité obligatoire, pour que les clients puissent repartir rapidement. La France, d'ailleurs, à fin 2019, avait également enregistré la plus forte hausse au sein de l'Europe pour les Bahamas, avec plus 7,9%. On avait atteint près de 20 000 visiteurs français individuels, hors groupe et croisière, ce qui était très très appréciable. Et on ne doute pas que. Sachez qu'entre janvier et septembre 2020, les Bahamas, dans la globalité, ont accueilli 1,7 million de visiteurs. Ce qui fait qu'on a eu quand même une baisse des 2 tiers, on va dire, hein, bien sûr, par rapport à 2019, qui était une année record, encore une fois. Alors on va quand même essayer de se projeter, tenter de savoir quand et dans quelles conditions les touristes pourraient revenir dans les Caraïbes. C'est notre 3e rubrique. Demain, quelle reprise ? Maïté Marie-Antoinette, la reprise du tourisme est évidemment très dépendante de la vaccination. Or, aujourd'hui, on manque clairement de doses de vaccins. Ça risque évidemment d'être un peu juste pour les vacances de Pâques. Comment comptez-vous, au comité du tourisme de Guadeloupe, accompagner cette reprise ? Naviguer à vue, je pense, est la chose la plus difficile qui soit. Concrètement, aujourd'hui, on s'efforce d'orchestrer un plan d'action dynamique, flexible, à tiroir, à court, moyen, long terme, pour justement essayer de savoir où on va, où est-ce qu'on met les pieds. Stratégiquement, 2 axes forts pour nous: maintenir la notoriété de la destination pour vraiment rester dans les esprits des voyageurs, continuer également d'informer les agents de voyage, et d'ailleurs je tire mon chapeau à Patrick et Émilie de l'Agence Europe, mais également Dominique présent en Guadeloupe, qui ont déployé ces derniers mois la nouvelle formule du programme de certification secret des îles de Guadeloupe, avec des webinaires qui comptent pas moins de 300 agents de voyage inscrits. Merci à eux également. Donc ça, c'est important. Et puis, les actions de dynamisation des ventes qu'il conviendra de mettre en place au moment opportun pour confirmer les réservations de dernière minute, puisqu'on est face à une tendance de très, très last minute. Pascal, Reine-Adélaïde, quels sont, vos scénarios de reprise et quel rôle va jouer le comité martiniquais du tourisme dans cette reprise ? Alors, comme l'a dit à l'instant Maïté, c'est vrai que naviguer à vue, c'est pas ce qui est le plus simple pour le tourisme. Et c'est vrai que nous, donc, on a décliné 3 axes d'action. Le premier axe, c'est d'abord de faire survivre le tissu local touristique. C'est faire que nos hôtels, nos taxis, nos pêcheurs et donc tous ceux qui vivent du tourisme soient encore là dans 6 mois. C'est pas encore le cas aujourd'hui, on n'est pas sûr, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est vraiment pour nous une grande inquiétude. Et donc on va développer, donc on a servi de plateforme pour tout ce qui est aide financière à ces gens-là, à ces pros du tourisme. On va aussi les former, ces gens-là. On profite de ce temps, on va dire, de latence, bien malgré nous, pour les former aux techniques du tourisme. Et on va aussi, en local, mettre en place des opérations commerciales où on va inciter les locaux martiniquais, donc, mais aussi les Guadeloupéens, à venir en Martinique, à venir consommer du tourisme martiniquais. Et ça, c'est une chose sur laquelle on va beaucoup appuyer. Enfin, on essaye de prévoir ce qu'on pourra faire dans un futur proche, qu'on espère le plus proche possible en tout cas. Et donc, on a mis en place, enfin en tout cas, on est sur les starting blocks pour lancer nos plans médias avec nos différents partenaires OTA. On a prévu des plans d'action avec les compagnies aériennes, dont d'ailleurs Corsair, mais aussi avec les concurrents de Corsair, malheureusement, mais aussi donc des plans d'action donc pour les compagnies aériennes. Et puis finalement, ce qu'on voudrait toujours, comme l'a dit à l'instant Maïté, c'est garder un désir intact pour la destination Martinique, Guadeloupe aussi. Et donc on a mis en place des opérations beaucoup sociales avec nos comptes Instagram où on met des sortes de soirées, de thématiques, d'actions où on fait venir des pros martiniquais, des influenceurs parisiens à faire parler de la destination Martinique et faire que ce désir Martinique soit aussi fort dans 6 mois qu'il a été il y a 2 ou 3 mois pendant l'hiver.
Samuel Vivares, Corsair a déjà annoncé sa volonté de se recentrer sur les Antilles françaises. Quels sont vos plans de vol pour les mois à venir? Air France a aussi affiché de très fortes ambitions sur les Antilles pour l'été. La concurrence risque d'être sévère. C'est une guerre des prix qui se dessine? Écoutez, j'ai envie de vous dire que Corsair, c'est un peu plus de 30 ans de présence aux Antilles. Et d'ailleurs, notre seule présence était pour faire jouer la concurrence. Donc on ne va pas s'en priver. Une concurrence, quand elle est bonne, est toujours bénéfique pour les destinations desservies. Et je veux être celui qui, pour la Martinique et la Guadeloupe, défendra, comme toute la compagnie Corsair, la volonté affichée de pouvoir être bien présent. Donc oui, nous allons densifier notre présence avec des billets quotidiens sur la Martinique comme sur la Guadeloupe. Nous allons nous organiser pour que la logique soit respectée, celle de pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre des meilleurs prix. Je rappelle que l'ADN de Corsair, c'est avant tout la politique du juste prix. Donc nous essaierons, à côté des partenaires de la Martinique comme de la Guadeloupe, du tourisme, de ces acteurs, de ces tours opérateurs, de toutes ces personnes qui vivent et qui valorisent nos destinations, nous chercherons avec elles, en partenariat, à côté d'elles, de pouvoir fabriquer le meilleur produit compétitif pour une relance qui, pour tout le monde, sera nécessaire. Alexandre Espitalier-Noël, en tant que tour opérateur, quels sont vos scénarios de reprise? Et puis deuxième question, Alexandre, les EDV et le CETO défendent le principe d'un certificat sanitaire. Est-ce que ce type de document, qu'il soit certificat sanitaire ou passeport vaccinal, sera, à votre avis, indispensable à la reprise du tourisme? Je pense que ce sera inévitable. On avait déjà ce qu'on appelait le carnet jaune avec tout ce qui était vaccination depuis toujours. Donc je ne vois pas tellement où se situe le débat. De toute façon, il sera imposé par bon nombre de destinations. Le fait qu'il soit digital va nous permettre d'update, donc de mettre à jour en permanence les informations et de se caler par rapport aux exigences de la France, mais aussi aux exigences des différentes destinations. Par ailleurs, par-dessus tout, ce dont on a le plus besoin, et on l'a entendu ici, c'est de la visibilité et surtout un cahier des charges. Quelles sont les contraintes, sur quoi devront se baser nos futurs séjours pour qu'on puisse se préparer. Que la reprise soit le 15 mars, début avril, mi-avril, on a besoin de savoir exactement pour qu'on puisse se préparer en interne et qu'on puisse servir au mieux le démarrage sur toutes ces belles destinations. Karine Mallet-Gauthier, comment voyez-vous la reprise? Il vous faut évidemment déjà des vols. Or, vous dépendez évidemment pas mal de l'aéroport de Londres et en ce moment, c'est compliqué, la Grande-Bretagne. Alors, entre autres, et c'est très frustrant parce que plus de cas aux Bahamas, un pays ouvert, des protocoles en place, toutes les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir tout le monde en toute sécurité et profiter de ces séjours sur les différentes destinations des Bahamas. Et patatras, pas de vol et un accès via l'Angleterre ou via les États-Unis, qui est bien sûr lié aux contraintes actuelles avec ce déploiement des variants, etc., que l'on retrouve bien entendu sur beaucoup de destinations. Mais je suis plutôt optimiste. J'anticipe une reprise plutôt courant avril, voire début avril en étant très, très optimiste, ou courant mai. Encore une fois, pas de problème de saisonnalité, un démarrage crescendo, doucement. On va avoir beaucoup de demandes de dernière minute dès l'annonce de la reprise des vols. Ça, je pense que toutes les destinations du monde vont être soumises à ce dictat. Et petit à petit, monter en puissance et pouvoir réinstaller les choses. Les hôtels sont ouverts. Ils attendent avec impatience le retour des touristes. Et encore une fois, tous les protocoles et les mesures sont prises sur place pour que les clients puissent passer des vacances normales, tout en respectant bien sûr les gestes barrières avec lesquels on va devoir vivre un petit peu. Et plus le déploiement des vaccins va se faire, évidemment, plus facile sera le retour à la normale. Le mois d'avril, en tout cas, c'est évidemment tout ce qu'on espère. Maïté, Marie-Antoinette, si on essaie de se projeter un peu plus loin, bien qu'on n'ait aucune visibilité, c'est pas simple évidemment, mais cette crise va-t-elle en tout cas modifier la façon de faire du tourisme en Guadeloupe, modifier l'offre touristique locale? Est-ce que de nouvelles tendances vont émerger?
Oui, alors on a beaucoup parlé de l'avant et l'après-Covid. Moi, j'ai envie d'aller dans la continuité. Et c'est vrai que le comité du tourisme orchestre un référencement continu de l'offre qui nous permet de faire ressurgir un certain nombre de nouvelles expériences qui correspondent tout à fait aux attentes aujourd'hui de la clientèle. Donc on va parler de plongée sous-marine anti-stress, on va parler de randonnée hors des sentiers battus à Terre de Bas ou à la Désirade. Et justement, c'est aussi pour ça que nous mettons en avant les îles de Guadeloupe et non plus la Guadeloupe, pour mieux répartir les flux touristiques au sein de l'archipel et évidemment mieux répartir les retombées économiques. Alors à côté de ça, on continue de soutenir et de valoriser les initiatives éco-responsables, durables, avec un certain nombre de labels comme la Clé Verte ou la marque de confiance du Parc National et les Palmes Vertes organisées chaque année par le CTIG. Parallèlement, finalement, le Covid, quelque part, n'est pas tout noir, puisqu'on a vu naître 2 fédérations durant cette période de crise, la Fédération des restaurateurs et la Fédération des petites structures hôtelières, comme le disait Pascal tout à l'heure sur la Martinique, qui permettent aussi aux petits acteurs d'avoir leur propre voix et de faire passer leur message, puisque c'est vrai qu'en Guadeloupe, le tourisme est l'affaire de tous. Un autre point important pour nous, concilier la population locale et le tourisme, parce que comme dans beaucoup de régions françaises, le touriste est parfois vu comme le porteur de virus. Donc, charge à nous également de renforcer les messages de prévention, le rappel des mesures sanitaires, le port du masque, et puis également de continuer de sensibiliser la population locale aux intérêts touristiques. On reste optimiste, je crois que c'est le propre des Caribéens. On a aussi vu durant les fêtes de fin d'année une nouvelle clientèle arriver, une clientèle haut de gamme, qui nous permet aussi là de compter sur de nouvelles opportunités, puisque le groupe Accor signe son retour sur la destination avec l'ouverture en 2023 d'un établissement 4 étoiles, HQE, qui sera commercialisé sur la marque sous la marque Pullman. Oui, c'était en tout cas une très bonne nouvelle du groupe Accor. Pascal, Reine Adélaïde, on parle beaucoup du monde d'après et du tourisme d'après. On parle évidemment d'un tourisme plus vertueux. Est-ce que ça peut changer la face du tourisme en Martinique ? Disons que ça, c'est vraiment les grands mots à la mode, les grandes tendances, ce greenwashing, le tourisme durable. Et c'est vrai que nous, en tant que Caribéens, on est en plein dedans. Parce que nous sommes entourés par la nature, par la mer, par les poissons, par les parcs que nous essayons de protéger, par les baleines qu'on essaie de faire visiter, les dauphins qu'on essaie de faire voir, les plongées sous-marines dans des parcs protégés sous-marins. Ce sont des choses qui sont pour nous, on va dire, inhérentes à nos cultures. Et ce sont des choses sur lesquelles, évidemment, on va beaucoup faire des promotions. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est que c'est vrai que le tourisme va changer. Comment ? On ne sait pas très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, la promotion, les salons, comment est-ce qu'ils vont se faire demain ? Comment est-ce qu'on fera la promotion commerciale ? Comment est-ce qu'on va communiquer ? Et ce sont des choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir beaucoup. Comment est-ce que nous allons... le virtuel sera de plus en plus présent. On est en train de s'armer, nous, d'un point de vue interne, puisqu'on est en train de refondre tout notre écosystème Internet, avec un site Internet qu'on est en train de rebâtir, mais aussi une plateforme d'information, de formation destinée aux agents de voyage. Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes présents et sur lesquelles nous devrons compter dans un avenir très proche. Le tourisme va changer, la communication aussi va changer. On a beaucoup communiqué pendant les fêtes, et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il fallait que les gens à l'écran s'embrassent ou pas, se serrent dans les bras ou pas. Ça fera partie aussi des notions, des questions qu'on va se poser demain quand on va devoir communiquer. Mais nous, Caribéens, on s'embrasse toujours, Covid ou pas. Donc on sera toujours présent pour être sur les marchés et dire aux Français de venir chez nous où on s'embrasse malgré tout. Samuel Vivares, le transport aérien se retrouve dans l'œil du cyclone, accusé de tous les maux face au réchauffement climatique. Craignez-vous que cela freine votre reprise de compagnie ? Écoutez, permettez-moi d'être optimiste sur le sujet. Optimiste pour 2 raisons. La première, c'est que les destinations que nous desservons, Corsair principalement en long courrier, ne peuvent supporter un autre mode de transport. En tout cas, pour celui des passagers qui doivent se rendre dans ces destinations dans le cadre du tourisme, de séjours, de vacances, donc avec des périodes bien définies. La deuxième, c'est que malgré cette crise et à travers cette crise, nous avons su faire preuve d'agilité. Et à compter du mois de mai, nous allons recevoir notre premier A330 Neo. C'est un avion de nouvelle génération, avec le confort forcément en classe business, en classe premium,
avec le même confort en classe économique, permettant à tout un chacun de s'y retrouver, mais surtout de pouvoir bénéficier d'avions qui ont des performances liées à leur consommation et à leur environnement climatique. Donc, nous sommes convaincus que ce sujet est au cœur de toutes les discussions et dans la tête de tout le monde, mais elle est aussi dans la nôtre. Et nous cherchons, et toutes les fois où cela sera possible, et on le montre avec le renouvellement de la flotte, nous essaierons de concilier les deux et de se promettre à tout un chacun et à nos clients comme à nous-mêmes de pouvoir être un acteur dans cette protection de la planète qui est la nôtre. Alexandre Espitalier-Noël, depuis plusieurs années, le modèle du tour operating est remis en question par les changements de comportement des consommateurs, par l'arrivée de nouveaux compétiteurs. Est-ce que cette crise économique va accélérer cette remise en question du tour operating ? Il va y avoir des changements, mais bien évidemment, je ne peux parler que pour Solea. Le modèle de Solea fonctionnait avant Covid. Je ne pense pas qu'il faille revoir le modèle. Par contre, il va falloir simplement l'adapter. Donc nous, en tant que tour opérateur B2B, nous passons à travers les agences de voyage qui touchent le client final. Il y a la grande tendance de l'ultra-digitalisation. Donc il va falloir s'adapter pour toucher le client différemment. Mais à un moment donné, pouvoir le combiner, ce qu'on appelle le Web to Store, et l'amener le plus rapidement possible devant un agent de voyage qui a un prénom, qui a un nom de famille, donc qui est un humain, et qui va pouvoir le servir avant, pendant et après son voyage. Je pense que le Français, ou le voyageur en général, a aussi besoin de réassurance. D'autres tendances aussi, on a parlé de l'éco-responsabilité. Par exemple, chez Solea, on s'est rapproché du label ATR, qui fait référence en la matière, et on a développé en interne notre propre label, basé sur 5 critères qui a 2 mérites. Le premier mérite, c'est de pouvoir diriger le client par rapport à ses attentes directement. Et le deuxième mérite, et j'ai été assez surpris, c'est aussi de discipliner les hôtels qui ne font pas partie de ce label à essayer d'avancer sur le zéro plastique, sur tout un tas de choses, pour un jour figurer dans le label Solea. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je vois les choses, pour en tout cas la partie qui me concerne directement. Karine Mallet-Gauthier, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous travaillez en ce moment avec les tours opérateurs pour adapter les programmes à la future demande. Pourriez-vous nous dire dans quel sens ? En fait, donc, depuis le début, bien sûr, on est en relation constante et très rapprochée avec nos partenaires voyagistes et distributeurs, bien entendu, les agences, entre les formations, les mettre au courant de l'évolution des choses aux Bahamas, les réouvertures d'hôtels, les accès, etc., etc. Mais également, on leur a proposé aux voyagistes de retravailler leur production sur les Bahamas pour coller aux nouvelles tendances qui, on pense, vont ressurgir dans cette période post-Covid, avec des voyages un peu plus longs, peut-être une recherche de plus de petites structures, des activités, des vraies expériences, encore plus. Et donc de pouvoir mettre en avant ces différentes expériences, ces types d'hébergements, le fait que les Bahamas soient passés aussi au zéro plastique, puisque la protection de l'environnement est très importante, et les Bahamas ont protégé leur environnement depuis 1958, elles n'étaient même pas indépendantes à l'époque. Mais zéro plastique, zéro polystyrène à usage unique depuis le 1er janvier 2020. Ça, c'est quelque chose que les voyagistes et les agences peuvent mettre en avant. Et on travaille, on leur propose des choses, on en discute et ils adaptent. Il faut être prêt, on forme évidemment leurs équipes, on forme les agences de voyage parallèlement à tous ces nouveaux protocoles, cette nouvelle façon de vendre. Le fait que les Bahamas se trouvent à un carrefour dans l'Atlantique entre les États-Unis, le Canada et Cuba permet aussi des combinés faciles, en plus des combinés éventuels sur la destination Bahamas. Mais encore une fois, encourager les agences à ne pas proposer des sauts de puce de 2 nuits en 2 nuits, mais vraiment des séjours où on profite. De la même façon que sur les autres îles des Caraïbes, il faut vivre les destinations des Bahamas comme on vit les destinations de la Caraïbe, des Antilles, etc., pour pouvoir les comprendre. Le voyage est une découverte. Donc plus que jamais, on est aux côtés de nos professionnels et on a également travaillé avec les acteurs locaux des Bahamas pour que la clientèle française, pour qu'il y ait des offres spéciales proposées à la clientèle française et européenne pour toute l'année 2020,
T1, pardon, dès qu'on appuie, on va pouvoir appuyer sur le bouton à la reprise des vols, les voyagistes et agences puissent le mettre en avant auprès de leur clientèle. Donc plus que jamais, on travaille main dans la main pour un tourisme de demain. Il faut regarder devant pour pouvoir repartir et reconstruire. Et moi, je dis vivement demain. Merci Karine. Nous arrivons au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. J'aimerais évidemment remercier nos 5 intervenants. Je les remercie pour leur optimisme, pour leur combativité. La reprise est proche. On y croit en tout cas. Et puis j'aimerais remercier vous les internautes qui nous regardez chaque semaine très nombreux. Et je vous remercie d'avoir une nouvelle fois suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et pour suivre en temps réel toutes les nouveautés et le programme des ateliers de l'IFTM, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à la newsletter. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Cet atelier vous est proposé par les îles de Guadeloupe. Il y a tant d'îles en elles.